Je remercie d'abord Marie de bien vouloir m'inviter, à Pamela, d'avoir organisé tout ça. Je suis vraiment heureuse d'être là. Et en même temps, en venant ici, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire parce que chaque année, à chaque endroit, on répète les mêmes choses, on ne sait pas. Et à vrai dire, il est très difficile pour moi de résumer mon travail. J'ai du mal. Et je vais commencer par vous lire un extrait. Vous allez voir pourquoi c'est très difficile de parler de mes propres textes et surtout de les résumer sans avoir l'impression d'enlever des choses. En tout cas, je commence par une lecture de 2 pages de ce livre Espèces qui est publié il y a quelques années. Je me réveille peu de temps après. Oh. La nuit s'est cachée derrière le toit. Les étoiles brillent. Je me lève tout de suite. Je regrette d'avoir auparavant dormi autant de nuits. Cela me paraît maintenant le pire gaspillage de la vie. Je vois je vois extraordinairement bien dans la noirceur et la nuit semble aussi bruyante que le jour. L'obscurité et le calme, il n'y en a pas vraiment. Ce ne sont encore que des idées. Ce sont les idées justement qui m'ont tué. En toutes circonstances, A et les autres cherchent à classer, catégoriser, différencier, distinguer, séparer, schématiser, qualifier, référencier, tout divisé en morceaux. Le monde est ainsi réduit en miettes. Je suis étouffée à en mourir. Mais leur ego, ce ballon en papier, cette bulle de savon est soufflée et a grandi au point d'exploser. En bas, au ras du sol, dans les ruines de mon existence, dans la posture d'une chatte civilisée, je vois des tonnes de papier en poudre, une pluie de bulles éclatées, cimetières de plus en plus vastes, écoles de moins en moins grandes, non oubliées, histoires dédaignées. Il y a la superposition des voix et le défilement incessant des images. Dans le présent, toujours que le présent. Où trouve-t-on d'ailleurs l'obscurité et le calme? Il y a toujours une lampe ici et là. Il y a toujours une voiture qui roule. Depuis hier, je vois peu de différence entre le jour et la nuit. La succession des jours devient moins évidente. Le temps est difficile à mesurer. Je le croirais même inexistant. Si j'en ai encore la connaissance, ou bien si j'ai encore le souvenir de cette connaissance, je n'éprouve plus une sensation forte du temps qui coule, du temps qui se perd, du temps à gagner, du temps qu'on accorde comme un bien, du temps qui se conserve, du temps à dépenser, du temps à venir. Ma vie d'aujourd'hui se mesure autrement, peut-être par une succession de petits instants qui s'éteignent et se prolongent, sans cohérence et sans but, sans parole et sans joie, me permettant de sentir seulement le confort et la douleur physique, de ne suivre que la loi de la vie et de la mort, de reconnaître la seule distanciation possible par la forme subalterne où je me retrouve aujourd'hui face à l'humanité que j'ai quittée. Et cette vie sans mesure me fait presque croire à l'annulation de toute forme, au néant égalitaire, sinon à la naissance de nouvelles formes imposant de nouveaux rapports de force. Je marche, je m'assois et je dors, un peu comme avant. J'effectue des mouvements, sauts et courses, un peu comme avant. À pied ou à 4 pattes, cela n'a pas d'importance, mais je joue beaucoup. Voilà le plus grand avantage que m'apporte ma nouvelle naissance. Je suis adulte, mais je joue encore et pour toujours, car c'est cela le seul objectif d'une vie de chat. Chaque jour n'est pas une fête, mais chaque jour est un jour de vacances. Voilà.
Et donc c'est un peu comme ça, du début à la fin, d'un livre à l'autre. C'est pourquoi c'est un peu difficile d'en parler après avoir fait des livres à la manière dont je le fais. Et ce qui se passe, c'est que je trouve, c'est que je me suis toujours dit, je suis une poète, une poétesse ratée, ou je sais pas, mon ambition c'est de faire du théâtre et de la poésie dans le roman, parce qu'aujourd'hui le roman s'évalue et on met tout dans la catégorie du roman. Les éditeurs adorent ça, de publier des romans, et souvent je me suis dit, mais ne m'appelez pas, moi, romancière, je ne suis pas vraiment une romancière, je ne suis pas assez romanesque, pour ainsi dire. Et il y a un côté en moi, c'est ce petit poète qui n'a pas beaucoup écrit la poésie, qui m'empêche de m'attacher très longtemps dans les éléments romanesques, dans les détails, de faire ce qu'on appelle une fiction pure, entre guillemets au sens traditionnel du mot. Donc je suis en train de faire le va-et-vient entre la poésie et c'est ce que je pense, mais en même temps les paroles sont importantes. Tous les livres sont la plupart sont écrits à la première personne, sont des monologues, et parfois les lettres chinoises, j'ai voulu faire une sorte de théâtre à 3 voix, mais ça dépend, c'est épistolaire, mais en même temps ce sont que des voix. Et querelle d'un squelette, querelle d'un squelette avec son double, c'est un dialogue du début à la fin, donc c'est très très parole. Voilà. Et ça c'est pour la forme, mais en ce qui concerne le contenu du thème, il faut quand même un petit peu de sujet pour que ça ressemble un peu à des romans. Donc le sujet c'est vraiment, il y a du tout. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, donc je fais un peu rapide, un survol. Le premier livre, La mémoire de l'eau, c'est un premier livre, donc c'est un peu ambitieux de vouloir. J'ai voulu écrire sur l'histoire contemporaine chinoise, notamment l'histoire du XXe siècle. Et c'est vraiment un siècle très très troublant, turbulent, malheureux pour les Chinois. Donc c'est un tout petit livre écrit avec plein de détresse, de mélancolie, etc. Donc je me permets des émotions. Alors, deuxième livre, Les lettres chinoises, c'est déjà un dialogue entre les immigrants, c'est pas tellement, entre les jeunes ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas partis. Donc c'est un livre très proche de ma propre vie. Donc plein de questions qui seront traitées plus tard dans les autres livres, on voit déjà les traces là-dedans. Donc il y a des réflexions sur les racines, sur l'identité, et tout ça, les contradictions, le désir de partir, le désir de rester aussi, et le confort de rester, c'est tout ça. Et puis il y a l'ingratitude, le livre, il y a beaucoup de malentendus, mais mon éditeur m'a dit que tous les succès sont des malentendus. Donc je dis, c'est un malentendu, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas seulement mère et fille, c'est pas seulement
une Chine que je veux dénoncer, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. C'était une période de ma vie où j'ai très envie d'écrire ce livre-là. Donc il s'agit du rapport entre mère et les filles, mais aussi c'est en même temps c'est très métaphorique, c'est aussi entre mère patrie et l'être parti, la personne partie. Non, il y a ça. Et puis quand même il y a aussi comment dire, quand je viens en Occident, je vois les gens commentent la Chine, on compare le capitalisme et le communisme, etc. Je sais rien de ce que c'est le communisme. Mon impression, si je suis partie, si je ne suis pas en Chine, c'est parce que c'est un pays qui me semble encore très féodal. Et c'est ça qui m'a fait partir. Mais c'est vraiment pas ce qu'on pense sur le communisme. On peut revenir là-dessus, mais voilà, donc c'est vraiment une critique assez violente contre les traces féodales qui sont restées dans notre société à l'époque. Quoique la société chinoise change de jour en jour très vite, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis après, c'est toute une série de livres avec un même personnage principal qui est un fantôme. Mais je suis très contente d'avoir trouvé cette forme d'écriture parce que ça me convient, parce que comme ce que j'ai lu dans ce paragraphe, j'ai tendance et j'ai envie aussi de partir un peu dans la description des détails. Je suis souvent impatiente de raconter. Donc ça m'aide, cette espèce de fantôme comme personnage principal. Et c'est intéressant pour moi parce qu'elle, c'est une actrice. Elle a un genre quand même. J'ai hésité entre c'est un fantôme homme ou c'est une femme. J'aurais voulu que ce soit ni homme ni femme, mais c'est facile d'avoir un genre pour organiser le récit, de raconter l'histoire. Encore une fois, il faut raconter l'histoire. Quelqu'un qui vit dans la vie, mais il faut que ce soit une femme ou un homme. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. Donc, c'est un fantôme qui prétend voir le passé, qui prétend voir le futur, qui prétend de pouvoir passer d'un endroit à l'autre instantanément et qui prétend de se souvenir de ses vies précédentes. Et donc, à la fin de chacun des récits, elle meurt. Et pour renaître dans le récit suivant. Et donc, dans tous ces livres-là, les thèmes, les sujets sont un peu récurrents. À chaque fois, bien sûr, je mets l'accent sur un livre différent, sur un thème différent. Par exemple, immobile, dans l'immobile, si j'ai le temps, je lirai un passage. Il était question de la répétition de l'histoire. C'est-à-dire la personnage, elle traverse les époques et la vie dans différents siècles, mais elle rencontre les mêmes problèmes sociaux, relationnels. Et ensuite, il y a Le chant dans la mer, c'est un livre sur la mortalité des civilisations. Ici, symboliquement, je l'ai mis comme une culture de maïs, c'est l'agriculture. Et c'est quand même assez proche de mon vécu, parce que je viens de la ville, mais quand même, je viens d'un pays des paysans. Et donc, voilà, tout à coup, ça se transforme, c'est hallucinant. Et donc, je parle d'un champ de maïs qui a été remplacé par une usine de briques, et ça devient un réservoir de briques. Et donc, c'est un peu métaphorique, mais donc, il y a une sorte de nostalgie envers la culture qui est une société, des valeurs qui sont en train de partir. Mais
Ça, c'est écrit il y a très longtemps, mais maintenant, on découvre qu'on peut cultiver sans terre. Hein. On peut très bien couvrir tous les terres de béton, mais quand même avoir des légumes poussés dans l'air, dans l'eau suspendue. Il y a toutes sortes de façons de faire. Alors, je me suis inquiétée un peu pour rien, parce que je me suis dit, mais quand il n'y a plus de terre, qu'est-ce qu'on va faire pour se nourrir à l'époque? Et après ce livre-là, il y a Querelle d'un squelette avec son double, dont on va parler cet après-midi. J'ai fait diviser le personnage principal en deux. C'est un fantôme qui se divise aussi. Donc, et en partie, elle est dans une vie, en partie, elle est dans une autre vie. Une partie d'elle est dans une vie confortable, en tout cas pas confortable, mais dans un milieu confortable, elle mène sa vie un peu bourgeoise, etc. Et puis l'autre partie d'elle est en train de mourir sous les décombres d'un tremblement de terre. Et donc c'est le dialogue entre ces deux espèces de fantômes. Ça, et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme espèce? C'est ce que je viens de lire, la femme qui est transformée en chatte. Un enfant à ma porte, voilà. Et là, c'est question sur la reproduction humaine. Et quand j'ai hier entendu M. Bouchard dire que comment c'est facilement de faire 13 enfants comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, autour de moi, j'ai rencontré beaucoup de couples qui voudraient simplement avoir un, même deux, ou même juste un ou deux enfants, et ils ne sont pas capables, ils ne peuvent plus. Et ça, c'est un phénomène des pays développés, soi-disant. Et si on regarde l'Inde, on regarde la Chine, c'est surtout les pays sous-développés qui font des enfants. Et alors si on regarde maintenant le nombre des naissances et le nombre des morts, le rapide vieillissement de la société chinoise, on voit que dans 50 ans ou 100 ans, quand tous les pays deviennent développés, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura encore des enfants? Donc, je m'inquiète pour ce genre de choses. Donc, j'ai parlé beaucoup de la condition dans laquelle on se produit aujourd'hui. Et donc, bien sûr, la condition des femmes. Après celui-là, je crois que c'est la fin, hein, c'est l'arrivée. Du mangeur, voilà, du mangeur, oui. J'ai un peu mélangé les ordres. Et Mangeur, c'est un livre qui fait un peu écho à l'ingratitude. C'est une histoire un peu incestueuse. Donc c'est une fille qui vit avec son père, il s'aime beaucoup. Donc c'est très métaphorique hein, aussi, donc le père se transforme finalement en un monstre qui doit manger, c'est polémique, et ça vient aussi de la famille. Et puis c'est beaucoup question de partir ou de ne pas partir, de rester mourir ou de confortablement, parce qu'il n'y a rien de plus confortable, n'est-ce pas, d'être dans le ventre de ses ancêtres, et de partir ou de ne pas partir. Donc c'est encore une fois beaucoup de questions de l'identité, de ça. Et le dernier livre, L'arrivée loin, c'est un petit peu la conclusion de toute cette série. C'est la fin du livre. Et en même temps, je donne la parole au mari de la femme fantôme pour lui donner une autre perspective de la série. Voilà, c'est tout. Et puis, récemment, j'ai écrit un livre. C'est une lettre ouverte à mon fils, très émotionnelle, encore une fois. Et
il était beaucoup question, dans le quatrième du livre, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça va. On dit que c'est un livre notamment sur l'immigration. Oui, c'est sur l'immigration. Toute ma vie, ce sera sur l'immigration. Qu'est-ce que je vais faire d'autre puisque je suis immigrante de toute façon. Et donc, mais c'est vraiment, je n'arrive pas à résumer, il y a trop de choses dedans, mais surtout, ce qui m'a fait écrire, c'est que c'est mon fils qui est adolescent, qui ne veut rien savoir de ce qui est chinois, alors que j'ai apporté du pays lourd dans les valises, les livres, je collectionne certains. Heureusement, ce n'est pas nombreux, mes livres chinois, je choisis. Mais tous ces livres, rêvant que, moi je les ai déjà lus, rêvant qu'un jour mes enfants, peut-être mes petits-enfants vont pouvoir les lire, mais je trouve que ce n'est plus probable. Donc j'ai voulu écrire, j'ai voulu parler de ça, en fait à mon fils, mais puisque c'est une lettre ouverte, parce que je ne sais pas, c'est aussi testamentaire, parce que je ne sais pas du tout, est-ce qu'il va le lire, quand est-ce qu'il va le lire, il ne va jamais le lire. Mais pour moi, c'est important de noter les impressions, la pensée que j'ai sur le moment. Et j'ai voulu parler de l'acculturation pour les gens comme moi, comme immigrants de la première génération, et comment ça passe aux deuxième génération. Et en fait, ce n'est pas simple. Et j'espère qu'un jour, dans 2 ou 3 générations après, il y a quelqu'un qui va écrire un livre, un peu comme M. Bouchard hier, il écrit sur les colons. Hein, c'est les arrière-petits qui pensent à ce que le parcours de leurs aïeuls. Mais nous, les immigrants, on n'a pas cette chance d'être colons, on n'est pas des colons. Parce que les colons, ils assument, ils ont leur liberté, ils ont leur dignité, ils font leur vie. Ils arrivent dans un rien, ils construisent le tout. Alors que nous sommes arrivés dans un ordre déjà établi, dans une société déjà très codée, donc on parle de l'intégration. C'est beaucoup à écrire, encore des années à venir. Est-ce que j'ai encore le temps? Et après cela, après tout ça, j'ai commencé quelque chose d'autre, mais comme ça c'est à peine entamé, je ne peux pas en parler. Je pense qu'au lieu de lire mes propres ouvrages, je suis très démodée. Je traîne avec moi. Quand je monte dans l'avion, je prends un petit livre de Pascal. Ça devient un rituel. Et en ce moment, je suis dans ce genre de, je ne sais pas, d'humeur. Alors, juste quelques phrases de Pascal, peu importe ses croyances, et je vois même pas la différence. On est dans une salle un peu religieuse. Je ne vois même pas la différence entre jansénite ou jésuite, je ne vois pas, mais pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, pour moi, la vraie religion, ça devrait embrasser tous et tout, n'est-ce pas? Et le tout et tous, tout le monde. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis attirée par le mystisme. C'est vrai que il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment les choses religieuses. J'ai grandi dans une société athée, si on peut dire, entre guillemets aussi, parce que il y a beaucoup de nuances aussi quand même si on n'est pas des pratiquants, mais c'est vraiment la charge de la poésie qui m'intéresse dans le mysticisme. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, et cela sera plutôt de concevoir que la nature de fournir, j'ai besoin de tes lunettes,
Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfiler nos conceptions, au-delà des espaces inimaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Je trouve très très beau, Pascal. Bon, ben, ici. Ouais.